Alors le regard qu'on porte sur l'évolution des agents depuis maintenant plusieurs décennies est différente en fonction, je dirais, de la nature de leur activité. Pour l'ensemble des agents qui sont dans une logique de production de services, ce qui a changé, ce sont les conditions d'exercice, avec l'intrusion du numérique, avec les tensions parfois aussi dans les relations avec le public, qui ont modifié la façon d'exercer, avec la mécanisation qui est venue progressivement remplacer un certain nombre d'habitudes professionnelles. Donc ça, c'est la nature des changements pour ce type de mission. Pour les agents qui sont dans des missions qui sont plus des missions d'ingénierie, de conseil, des missions plus administratives, je pense que ce qui a évolué le plus, c'est la complexité des circuits, des modalités de décision, d'une législation toujours plus complexe, toujours plus lourde, et puis aussi la complexité dans le dialogue entre territoires, hein, avec beaucoup d'acteurs, et ça a modifié de façon assez considérable la façon de travailler. Et puis enfin, il y a les métiers nouveaux, les métiers émergents, face à des défis. Alors évidemment, on peut dire tous les métiers de la data, de la donnée qui sont en train d'émerger, les métiers de la communication qui ont beaucoup changé, qui sont beaucoup transformés. Puis il y a des sujets nouveaux qui prennent de plus en plus d'importance, comme l'environnement. Donc voilà, des évolutions, mais qui sont contrastées, variables, en fonction de la nature des activités qui sont exercées. Alors moi, il me semble qu'il y a deux types de réformes qui interviennent. Il y a les grandes réformes, les grands transferts qui modifient en profondeur l'organisation d'une administration. Et pour les régions, par exemple, ça a été le transfert des lycées, parce que ça bouleverse la structure même des équipes. Ça nécessite une organisation, un modèle d'organisation différent. Et puis il y a les transferts de compétences qui progressivement élargissent le champ dans lequel on intervient et qui nécessitent d'avoir des compétences techniques plus étoffées. Alors les problématiques ne sont pas les mêmes. Dans un cas, le dernier que je viens de citer, le problème pour nous, c'est soit de former des agents des disciplines nouvelles, soit de recruter des compétences nouvelles. Dans le cas de l'organisation remise en cause plus en profondeur des services, là il s'agit de se doter d'une armature, d'une organisation qui soit adaptée aux missions qu'on exerce. Et ce sont ces deux mouvements qu'on a vu s'opérer progressivement depuis les 10 ou 20 dernières années et qui ont transformé, en partie complexifié, notre action. Alors derrière, évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes non plus. À partir du moment où vous avez des métiers de service, comme c'est le cas par exemple dans les lycées, se pose le problème effectivement de la santé au travail, de l'évolution sur le terrain de l'organisation des services, la transformation des guichets. Voilà, donc on est amené à des mouvements, des transformations qui ajustent en quelque sorte le service qui est rendu à la population. Dans d'autres cas, le problème c'est pour nos collectivités d'être suffisamment pointues, suffisamment compétentes, avoir une connaissance suffisamment importante du terrain pour pouvoir ajuster, adapter les politiques, dresser des schémas, engager des politiques publiques. Bon, ça n'appelle pas le même type d'adaptation, même si là aussi il y a une certaine forme de complexité. Donc, en tout cas pour les régions qui ont ce double pôle en quelque sorte, on a dû avancer sur deux fronts. La question, est-ce qu'il y a une différence entre la GPEC et l'employabilité? L'un au service de l'organisation, l'autre au service des agents. En réalité, je pense que ce sont les deux faces d'une même médaille. Parce que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est ce qui nous permet
pour la collectivité de réfléchir sur notre avenir. De quoi va-t-on avoir besoin? Quelles sont les missions que nous allons exercer? Comment vont-elles évoluer? Et du coup, quelles sont les compétences dont on a besoin? C'est un moyen pour nous de baliser l'avenir et de se dire, voilà les compétences qu'il va falloir soit faire prospérer au sein de la collectivité, soit attirer. Mais dans le même temps, c'est aussi une formidable opportunité pour les agents de la collectivité de savoir, dans leur évolution professionnelle, dans des carrières qui vont être longues, dans lesquelles on n'exercera pas le même métier, de savoir où se situent les besoins qui vont émerger et de pouvoir s'y préparer. Donc par conséquent, on voit bien que le mouvement GPEC, c'est un mouvement qui est à la fois une réflexion de la collectivité, mais aussi au service de ses propres agents. Et puis, la logique d'employabilité, c'est celle qui permet d'accompagner les efforts individuels pour justement se préparer aux enjeux de demain. Et par conséquent, elle vient en complément naturel, on pourrait dire, d'une GPEC. Car prévoir l'avenir, mais ne pas se donner les moyens de répondre aux attentes, ce serait parfaitement absurde. Donc on voit bien que les deux mouvements doivent aller ensemble. Et nous, dans la démarche que nous engageons, par exemple dans la région Grand Est, eh bien c'est ce double mouvement que nous opérons. J'ajoute à ça un dernier point, c'est que mener de pair, en quelque sorte, ce mouvement, c'est aussi donner de la liberté aux agents dans le pilotage de leur carrière professionnelle. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Alors cette question sur l'équilibre entre agents et collectivités, je pense que d'abord ça pose la question de y a-t-il un équilibre possible? Bon. Et je crois que c'est souvent une illusion dans les collectivités territoriales d'être à la recherche, et les collectivités publiques en général, d'être à la recherche de l'équilibre durable. Il faut intégrer l'idée que nous sommes dans des périodes dans lesquelles nous serons en permanence dans des logiques de déséquilibre. Parce que l'évolution des technologies amène de plus en plus rapidement au changement d'exercice des métiers, parce que, et on le voit avec l'accumulation, crise sanitaire, crise économique, énergétique, crise internationale, on voit que ça vient bouleverser nos façons de travailler, les besoins même que nous pouvons avoir dans l'exercice de nos métiers. Et puis, évoluent aussi les attentes sociales. Le jeune d'aujourd'hui, il n'a pas exactement les mêmes attentes que ses parents par rapport à l'emploi, au travail, à l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc par conséquent, l'idée qu'il y aurait une sorte d'équilibre qu'on pourrait atteindre par une juste intervention de la collectivité et de l'agent lui-même, je pense que c'est une illusion. En réalité, ce dont on va avoir besoin tous, c'est d'agilité. Que ce soit l'agent dans la façon dont il aura à se préparer aux évolutions futures, qui nécessite de sa part un investissement, une réflexion, je disais tout à l'heure, d'être acteur de sa vie professionnelle, mais que ce soit de la part de la collectivité qui doit s'organiser pour l'accompagner, parce que les choses ne se feront pas d'elles-mêmes, et qui a besoin de mobiliser des moyens originaux, nouveaux, pour pouvoir tenir compte des besoins et des attentes qui vont évoluer dans les périodes qui viennent. Donc, c'est moins une question d'équilibre que d'agilité commune. La région Grand Est, on essaye d'avancer sur les deux aspects que vous évoquez dans ce mouvement vers l'employabilité. D'un côté, nous nous dotons d'un certain nombre d'outils collectifs qui vont permettre de mieux appréhender les besoins des agents et d'apporter des réponses. Donc on a bâti, mais comme beaucoup de collectivités l'ont fait, un référentiel métier pour déjà définir le cadre dans lequel on va avancer. On a lancé une démarche de GPEC, de GPEC, de telle façon qu'on puisse
élaborer avec l'ensemble des directions une prospective sur nos besoins futurs, nos métiers. C'est d'ailleurs un exercice extrêmement intéressant pour les directions elles-mêmes quant à l'évolution de leur métier et au sens qu'elles donnent à leur action. Donc c'est très, très profitable. Nous avons bâti des plans de formation que nous adaptons en fonction de ces perspectives. Et puis on a créé l'école des managers, et c'est une belle réussite de la région Grand Est, parce que évidemment le management est un élément clé dans ces évolutions, et il est absolument nécessaire de se fortifier sur ce plan. Et puis en parallèle, à l'égard des agents, on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de l'accompagnement cette fois-ci individualisé. On a un plateau médical qui est une formule assez originale et qui permet d'avoir un accès très direct à l'ensemble des services qu'on peut apporter, à la fois sur les aspects, je dirais, de maladies plus ordinaires, mais que ce soit aussi sur les problèmes plus psychologiques que l'on peut rencontrer. On a mis en place un dispositif de maintien dans l'emploi qui permet aux agents qui sont en situation difficile ou en situation de transition professionnelle de pouvoir s'essayer avec une adaptation des postes et voir si on peut poursuivre l'action ou s'il va falloir envisager une évolution. On a mis en place une cellule de transition professionnelle qui permet collectivement, face à une difficulté ou un problème, de regarder comment réorienter et accompagner un agent dans son projet professionnel. Et puis, on a mis en place des dispositifs d'appui psychologique, parce qu'on sait aujourd'hui que vie personnelle, vie professionnelle sont de plus en plus liées, et que par rapport aux changements qui peuvent intervenir, il faut pouvoir être accompagné. Donc, on voit bien que on a progressivement développé des outils qui permettent d'aborder la double problématique, celle de l'organisation qui évolue et celle de l'agent qui a des besoins. Mais je pense que ce qui est peut-être le plus fondamental d'une certaine façon dans l'évolution qui vient, c'est comment on parvient aussi à faire réémerger la question du sens de l'action que l'on mène. Je pense qu'une des solutions dans cette perspective vient aussi pour nos collectivités de pouvoir réaffirmer les missions de service public qui sont les nôtres et qui doivent redevenir d'une certaine façon le moteur aussi de l'engagement professionnel. Ça n'est pas rien dans la société dans laquelle on est que de se dire qu'après tout, quand on se lève le matin et quand on va travailler, on le fait à destination des autres, à destination de la collectivité. Je pense que c'est aussi un des leviers sur lesquels il faut s'appuyer si on veut que nos collectivités retrouvent de l'attractivité. L'employabilité, d'une certaine façon, c'est de la compétence en action. C'est un peu ça l'enjeu. C'est une dynamique qui doit être partagée pour chaque personne et pour la collectivité. Et c'est pourquoi il est si fondamental que les valeurs qui sont les valeurs qui nous motivent soient réellement partagées si on veut que l'ensemble des dispositifs plus techniques que l'on met en œuvre ou les moyens qu'on met à disposition des agents servent vraiment à quelque chose. Alors, est-ce que Managest contribue à la démarche d'employabilité? Je crois qu'on peut répondre oui. D'abord, c'est une belle démarche. Managest, il n'y avait pas d'école de formation interne dans la collectivité. Elle est née peu avant le Covid, puis est arrivée la crise, et eh bien, elle a montré tout de suite tout l'intérêt qu'elle pouvait apporter dans la capacité d'adaptation du management à des enjeux qui ne pouvaient pas être prévus et auxquels il fallait réagir très vite. Donc on voit qu'il y a là un outil pratique qui a permis de passer cette phase de crise et de renforcer en quelque sorte nos capacités managériales. Alors l'école de management, c'est d'abord des valeurs communes. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. La formation, ça n'est pas quelque chose qui peut être édicté par la collectivité. À l'égard d'adultes,
on n'impose pas de la formation. Celui qui ne veut pas apprendre, qui n'est pas intéressé, il n'apprendra rien. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait une forme de motivation qui est le moteur initial. Donc l'école Managest, elle partage un certain nombre de valeurs et donc elle crée aussi une dynamique collective qui permet à cette formation d'avoir une chance en quelque sorte d'aboutir à des résultats concrets. Ensuite, une école, c'est aussi des techniques d'apprentissage. Et donc, il y a un professionnalisme, un savoir-faire qui s'est progressivement développé, qui s'appuie aussi sur des compétences externes, comme par exemple ici, nous avons la chance à Strasbourg d'avoir l'INET. Donc, on a un certain nombre de contributions qui permettent à l'école d'offrir une qualité de formation et du coup de répondre aux attentes, aux besoins, en pratiquant du sur-mesure. Le troisième élément, c'est que cette école de formation, c'est aussi une pratique collective. C'est pas simplement, en quelque sorte, de la diffusion d'informations théoriques. C'est apprendre à nos cadres à travailler ensemble, à développer la pratique des groupes projets, à initier des réponses collectives à des besoins qui ont été exprimés dans la collectivité et à travers cette pratique de progresser en quelque sorte. Et puis enfin, c'est une école de la créativité. C'est, on peut le dire, un petit peu ce qui manque parfois dans les collectivités territoriales. La créativité, on est un univers de gens très organisés, ordonnés, respectueux des hiérarchies, mais il est bon aussi, face à des défis qu'on n'a pas prévus, de pouvoir imaginer des solutions. Et donc c'est cette créativité qu'on apporte. Et c'est pour ça que ces éléments, les valeurs, la technicité, la pratique collective, la créativité, sont des éléments qui ressemblent bien aux logiques de démarche d'employabilité. Comment on développe l'ensemble de ces éléments pour permettre aux uns et aux autres de mieux exercer leur activité professionnelle et mieux se préparer à ces évolutions. Alors, il y en a sans doute beaucoup et je ne vais pas les citer toutes. Moi, je vais me concentrer sur trois éléments qui me paraissent aujourd'hui rendre complexe évidemment cette démarche d'employabilité. La première d'abord, c'est d'être en capacité de mesurer les évolutions qui vont affecter les métiers, de déterminer les attentes, les besoins auxquels on va être confronté demain et auxquels les agents eux-mêmes seront confrontés demain. Comment on arrive à le quantifier, à l'écrire. Donc ça, je pense que c'est un élément important parce que l'agent lui-même qui doit se préparer à ces évolutions, il est dans le brouillard, mais les collectivités elles-mêmes, elles n'ont pas forcément toutes les réponses sur le sujet. Donc il y a un enjeu pour nous de bien connaître, ou en tout cas de passer suffisamment de temps, de mettre suffisamment d'énergie et de moyens pour essayer d'anticiper sur les évolutions et les besoins, sur les métiers émergents, sur les pratiques émergentes, sur les compétences qui vont être nécessaires dans le futur. Il y a encore quelques années, quand on disait on va dans le plan de formation proposer à tous les agents une formation à l'univers de l'informatique ou du numérique, on nous expliquait, oui mais enfin est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'il ne faut pas concentrer les moyens sur ceux qui vont en avoir vraiment besoin? La vérité c'est qu'aujourd'hui tous les métiers sont impactés par ces évolutions et donc on voit bien combien il aurait été nécessaire de prendre les devants. Le deuxième univers de problèmes, en quelque sorte, auquel on va être confronté, c'est l'articulation toujours plus étroite entre vie professionnelle et vie personnelle. Bon, à la fois parce que les gens veulent trouver un équilibre entre les deux et qu'il faudra pouvoir le respecter, mais parce que l'entreprise ou la collectivité restent les derniers domaines très collectifs dans lesquels les gens se retrouvent. Et du coup,
c'est pratiquement le seul lieu collectif où ils peuvent apporter, d'une certaine façon, les difficultés qu'ils rencontrent individuellement. Et donc on a cette prise en charge à devoir assumer. Et elle influe beaucoup sur l'employabilité. Avoir l'esprit disponible, avoir une organisation, une ergonomie familiale qui permet de travailler dans les meilleures conditions. C'est des sujets qui concernent peut-être chaque personne, mais si on ne les prend pas en charge, eh bien, on va se trouver face à des problématiques. Alors, il y a un exemple très concret qui a émergé, c'est le télétravail, qui a modifié, bouleversé le rapport entre vie professionnelle et vie privée en très peu de temps. Ici, nous sommes passés de 80 postes à 3000 postes de télétravail à toute vitesse. Il a bien fallu s'adapter. Ça change les rapports et si là aussi on n'apporte pas des réponses durables, eh bien ce sera sans doute difficile ensuite de pouvoir maintenir une démarche d'employabilité qui a du sens. Et puis enfin, le troisième élément qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est les zones dans lesquelles il n'y a plus de compétences présentes. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités sont confrontées à des problèmes de recrutement, simplement parce que les compétences se sont concentrées dans les métropoles, dans les grandes villes, et puis qu'il y a des zones de vide. Et on aura beau parler là, pour le coup, d'employabilité, s'il n'y a personne à employer, le problème se pose. Donc voilà le type de difficultés auxquelles on est confronté et qui bouleverse parfois un peu nos habitudes, notre façon d'aborder la problématique du recrutement et de la formation et de l'accompagnement des agents. Alors la fonction publique territoriale, elle va être face à un problème d'attractivité majeur dans la période qui vient. Et ça, il faut en être conscient. La question est, est-ce que le système va pouvoir s'adapter ou pas ? Et c'est pas gagné aujourd'hui. D'abord, il y a quelque chose qui a changé radicalement. C'est que nous sommes passés d'une logique de chômage élevé dans la population à une logique de pénurie, parce qu'il va falloir se montrer extrêmement actif, parce que la concurrence sur les compétences est extrêmement forte. Nous sommes une région transfrontalière, je peux vous dire que toutes les zones qui sont à proximité du Luxembourg, de l'Allemagne ou de la Suisse, voire même de la Belgique, eh bien, la ponction, en quelque sorte, sur les compétences, eh bien, elle est totale. Et donc, il faut pouvoir essayer de se battre un peu à armes égales. Donc, c'est ça qui a changé avec les crises successives que nous devons connaître, et c'est à ça qu'il va falloir s'adapter. La première chose, c'est que la garantie de l'emploi, qui était en quelque sorte le Graal en période de chômage élevé, est aujourd'hui un argument qui n'a plus aucun poids dans les jeunes générations. Elles savent qu'elles trouveront du travail, elles ne veulent pas être en quelque sorte trop encadrées par un système, par un statut, et ça n'est plus un avantage compétitif comme c'était le cas précédemment. En revanche, nous avons clairement un problème d'attractivité des rémunérations. Il faut dire les choses totalement. Que ce soit d'ailleurs aujourd'hui au niveau des métiers de service que nous rendons, genre un cuisinier aujourd'hui, entre travailler dans une collectivité ou travailler chez un restaurateur, les offres qu'on lui fait ont pas mal changé, pas mal évolué ces derniers temps, et c'est pas forcément pour la collectivité qu'il arbitrera, contrairement à une période précédente. Et que dire des cadres ? Et particulièrement dans les métiers type le numérique où les demandes sont considérables. Aujourd'hui, nous sommes face à un système à la fois de recrutement extrêmement complexe, en partie dissuasif. Les contrats que nous sommes en capacité de proposer ne sont pas extrêmement attractifs. Pour un cadre A, 3 ans seulement, partout où on propose des CDI. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Des concours qui sont totalement hors sol,
qui aujourd'hui ne correspondent plus ni au métier, ni aux compétences dont on va avoir besoin, beaucoup trop livresques par rapport aux besoins aujourd'hui de nos collectivités. Et puis la rigidité dans l'évolution des carrières. Enfin, il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'encombrement des avancements qui fait que pratiquement à 40 ans, il n'y a pratiquement plus de perspective devant soi. Enfin, tout ça mérite aujourd'hui d'être posé clairement. Je pense que ce qui peut motiver, c'est donner du sens à sa vie professionnelle, c'est une démarche collective intéressante, c'est du service rendu aux autres, mais en face, sur l'autre plateau de la balance, je pense que se pose le problème des conditions dans lesquelles, statutaires, financières, dans lesquelles on va pouvoir exercer son activité professionnelle. Et il est absolument fondamental que ceci évolue si on veut que la démarche d'employabilité dont on parle trouve un écho. Alors il est évident que cette démarche d'employabilité, bien sûr, elle doit nourrir le dialogue social au sein de la collectivité. On est au cœur, évidemment, de préoccupations multiples qui nécessitent qu'il y ait échange, construction, et que les démarches soient bâties de façon collective. En revanche, il faut aussi que le dialogue social évolue. Il est malheureusement dans nos collectivités bien souvent très archaïque. Il est fondé sur la défense d'intérêts acquis, sur la défense d'un certain immobilisme, alors que le monde évolue, change et qu'il faut s'adapter. Donc il y a besoin aussi d'avoir des interlocuteurs qui, côté organisation syndicale, sont en capacité d'intégrer les questions nouvelles qui vont se poser et d'inventer avec nous les réponses nouvelles qu'il va falloir apporter. Malheureusement, ça n'est pas souvent le cas. Et là, il y a un changement, une prise de conscience qui doit sans doute s'exercer dans les années qui viennent. Et puis, il y a aussi, et ce qui me paraît au moins aussi important, c'est l'implication des agents eux-mêmes. Moi, je pense qu'il y a là une ressource formidable que d'amener les agents à contribuer, à participer à l'élaboration même des démarches, après tout pour des sujets qui va les concerner très, très directement. Et comment est-ce qu'on peut associer les agents à cette réflexion ? Ça fait partie des outils qu'il va falloir développer dans la période qui vient. On parle beaucoup de l'entreprise libérée. Moi, je pense qu'il y a aussi de la place pour une administration libérée dans laquelle chacun est appelé non seulement à bénéficier des dispositifs qu'on met à disposition, mais aussi de contribuer à leur élaboration. Moi, je dirais stimulant. Je pense que c'est une démarche qui, à tout point de vue, est une démarche stimulante. D'abord, elle est stimulante pour l'organisation elle-même, parce que nous sommes face à un défi qui va être demain d'attirer des compétences, de donner envie de participer à cette aventure du service public. Et donc, voilà, on est au cœur d'un enjeu très fort pour la collectivité tout entière. Pour l'organisation elle-même, elle est stimulante au sens qu'elle oblige à réfléchir sur les besoins de demain, l'évolution des métiers, l'évolution des attentes des usagers, sur l'impact des mouvements de société auxquels il va falloir s'adapter. Et puis enfin, elle est stimulante pour chacun, pour chacune des agents de la collectivité qui, du coup, trouvent là sans doute la possibilité de se poser la question de savoir comment, dans sa vie professionnelle,
qui va être, on le sait, plus longue dans l'avenir, comment on est en capacité de se frayer un chemin, de se donner des perspectives, d'essayer en s'améliorant soi-même aussi et en collaborant avec les autres, eh bien, de donner de l'attractivité et de la perspective à sa vie professionnelle. Voilà, donc c'est une démarche qui, pour tous, est une démarche stimulante.